Aujourd'hui, je reçois un ancien secrétaire d'État du Tennessee, le numéro 3 du gouvernement, Monsieur Daniel Whitaker. Il va répondre à mes questions sur la fonction d'un secrétaire d'État et également sur l'actualité. C'est le premier épisode de ce nouveau format étant la réception d'anciennes personnalités connues au nom du grand public. Bonjour, Monsieur Whitaker. Bonjour Monsieur Nixon. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre petit salon pour la première interview de notre nouvelle agence de presse. Donc, Monsieur Whitaker, si je ne me trompe pas, vous êtes un ancien militaire de la US Navy. Vous êtes ensuite devenu secrétaire d'État du Tennessee sous le mandat républicain du gouverneur Roy Kellerman de janvier à juin 2024. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre vie, votre parcours? Ah bah, très bien, alors je vais me présenter. Donc moi c'est Daniel Whittaker. Donc je suis donc originaire de Nashville, au Tennessee, hein, issu d'une famille, de la classe moyenne, tennesséenne. Mon parcours, il est très simple, il est banal, j'ai choisi, de servir mon pays, puisque nous étions pendant la guerre froide. Évidemment, c'était un autre monde et donc j'ai choisi la voie militaire. Donc j'ai travaillé énormément afin de pouvoir intégrer la prestigieuse académie navale d'Annapolis. Donc je suis sorti, diplômé. Par la suite, du coup, comme vous l'avez précisé, précédemment, j'ai eu une carrière dans l'US Navy où j'ai atteint le rang de commandant. Donc j'ai été en poste, bien évidemment, de 75, à 2011. Bon, la fin de ma carrière s'est principalement déroulée dans des bureaux, mais j'ai, commandé des vaisseaux de l'US Navy. Par la suite, à mon retour du Tennessee, je vais pas vous mentir, je ne savais pas trop quoi faire, comme beaucoup de nos camarades vétérans qui reviennent soit des zones de combat, soit de la fin de leur service et de leur carrière. Et j'ai décidé de m'engager en politique. Premièrement parce que j'ai conservé ce sens du devoir vis-à-vis de nos citoyens, vis-à-vis de notre pays et bien évidemment, il faut commencer quelque part et j'ai commencé donc en tant que conseiller municipal de Chattanooga, ville au Tennessee, bien évidemment, un petit poste, vous me direz, mais ça m'a permis par la suite de devenir, administrateur du comté d'Hamilton et donc par la suite, par des rencontres également, donc par la rencontre de monsieur Kellerman qui était en campagne, je suis, devenu secrétaire d'État du Tennessee. Ça m'a été proposé, par ce dernier et donc voilà, aujourd'hui j'en suis là, où j'ai fini mes fonctions de secrétaire d'État depuis déjà maintenant, près d'un an, hein. Et je suis donc désormais, retourné travailler dans le privé. Enfin, je suis allé plutôt travailler dans le privé, pardonnez-moi, puisque je n'ai jamais été et voilà, je suis conseiller, consultant sécurité, pour l'entreprise Barrett Firearms, basée au Tennessee. Très bien, merci, merci pour cette courte introduction de vous-même. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, puisqu'aujourd'hui on va surtout se focaliser sur votre vie en tant que secrétaire d'État. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le rôle d'un secrétaire d'État dans le Tennessee? Alors, bien évidemment, pour ma part, hein, parce que je sais que pour beaucoup de collègues, ça a été beaucoup plus, tranquille. Principalement, le travail d'un secrétaire d'État, c'est d'assurer une continuité administrative dans notre État. C'est notamment lui qui s'occupe des élections, de la continuité des archives de l'État et de la conservation des documents importants et notamment, des communiqués, des lois et autres. Heu, Mon travail à moi a été, tout autre, puisque nous avons donc, avec monsieur Kellerman, essayé de faire avancer un peu les choses et de donner, à ce poste de secrétaire d'État qui, entre guillemets, serait un poste administratif, d'être un poste un peu plus aussi de terrain. C'est pourquoi je me suis déplacé, j'ai épaulé les hauts commissaires et différents fonctionnaires lors de la rédaction de décrets et même, de projets de loi, pardonnez-moi, afin d'apporter un autre avis que le leur et ceux des fonctionnaires de leur département. Heu, j'ai même eu l'occasion de porter plusieurs projets de loi, du gouverneur à l'assemblée, en cas d'absence du moins de certains de mes collègues hauts commissaires. Mon travail a été également un peu plus chargé puisque nous avons dû faire face avec monsieur Kellerman
une, comment dire? Un petit problème vis-à-vis, d'un groupe d'individus, du moins d'un syndicat de cheminots, si basé sur Townsend et du projet de loi que nous avions mis en place du rachat, de l'entièreté du réseau ferroviaire du Tennessee. Ces derniers, de par une incompréhension et aussi, il faut le préciser, d'une manipulation de l'opposition à l'époque, étaient dans le flou et pensaient qu'il serait, et du moins que l'État en lui-même, de par ce projet de loi, porterait atteinte à leur travail et du moins à l'intégrité de leur entreprise. Ce n'était pas le cas. Nous les avons rassurés, nous nous sommes déplacés sur le terrain, nous avons rencontré ces gens, qui étaient très inquiétés et nous les avons aidés. Enfin, quand je dis «nous», il s'agit de moi et du haut commissaire, au transport à l'époque, et nous avons pu donc, moi aussi de mon côté, développer un côté relationnel avec les habitants du Tennessee et sortir de ce cadre, hein, de, secrétaire d'État, cantonné au Capitole ou du moins cantonné, au gouvernement et qui reste, à faire du travail administratif, voyez-vous? Et ça me permettait également, puisque j'avais en directement communication avec le gouverneur, heu, de lui faire des remontées plus rapides que si ça passait par, tel département, tel fonctionnaire, puis par le haut commissaire et cetera. Donc, quelque part, une révision peut-être aussi un peu de ce poste qu'on a pu faire, mais bon, bien évidemment, j'ai continué le travail administratif, d'assurer la pérennité de ce dernier. D'accord. Également, j'avais une question qui est très importante, puisque vous, Monsieur Whittaker, vous êtes républicain. Euh, Aujourd'hui, c'est des démocrates qui sont au pouvoir, mais est-ce que un secrétaire d'État doit être neutre, excusez-moi, ou pas, lors de ses décisions? Alors, la question que vous me posez là est très pertinente. Je pense sincèrement qu'elle est à soulever et je vais y répondre. Pour moi, un secrétaire d'État n'est pas forcément obligatoirement neutre. Vous savez, c'est un membre du gouvernement. Il est nommé pour appliquer une politique fixée par un gouverneur. Moi, je pense qu'il est là avant tout pour donner une continuité administrative, des projets du gouvernement et du gouverneur, portés par un gouverneur. Je pense pas qu'un secrétaire d'État apolitique serait une bonne chose, parce que sinon ça créerait des distensions au sein même d'un gouvernement et ce serait une chose néfaste. Déjà que, les gouvernements des fois, je vais pas vous mentir, entre des personnes plus modérées, des personnes plus extrêmes, on peut avoir certaines distensions et des visions qui se diffèrent sur des propositions, hein, ou sur des idées. Mais, non, un secrétaire d'État ne se doit pas forcément d'être, apolitique ou, voilà, pas contrairement à certains acteurs de la justice. Ok. J'aimerais avoir un peu votre avis sur Monsieur Tone, a été absent presque depuis le début de la législature, lors de chaque séance ordinaire ou extraordinaire de l'Assemblée générale. Pourtant, Monsieur Tone est bien de votre camp républicain. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, moi je pense alors je vais pas vous mentir, je n'ai jamais eu de poste, heu, enfin du moins je n'ai jamais été législateur. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne peux pas vous parler en connaissance de cause, de comment se passent les choses, le travail d'un législateur. Je n'ai pas d'expérience sur le sujet. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que monsieur Tone a, bien évidemment été, un parlementaire très efficace lors de la dernière législature. Il a proposé notamment un projet de loi visant à améliorer la santé publique au Tennessee, et bien évidemment monsieur Tone, heu, pour ceux qui ne le sauraient pas, est un homme occupé. Il est notamment directeur d'un hôpital, de l'hôpital de Nashville, si je ne m'abuse. Donc monsieur Tone, peut-être a certaines absences, certes, mais moi je ne crois pas que monsieur Tone ne se présentera pas du tout de toute cette législature. Peut-être qu'il, voilà, est pas bien mis en place pour le début, mais croyez-moi, la volonté du groupe républicain et je pense de monsieur Tone également, va être de porter des projets sincères, des projets sérieux et je ne me fais aucune crainte là-dessus. Maintenant, je vais même me permettre de rebondir sur un sujet. Vous me parlez de l'inactivité de monsieur Tone au sein de l'hémicycle. Moi, maintenant, je vais vous proposer quelque chose, monsieur Nixon, c'est de venir voir réellement ces séances de l'assemblée
et de constater une chose qui est peut-être à égalité, voire même pire que l'inactivité de monsieur Tone. C'est au sein même du groupe démocrate, la présence de ce que je pourrais qualifier de parlementaires fantômes ou dormants, si ce n'est robots. Nous avons au sein du groupe démocrate à l'Assemblée des gens qui sont présents, qui parlent beaucoup, madame Neal, monsieur Harris, mais nous n'avons pas nous n'avons, pas d'autres personnes. C'est-à-dire que les autres parlementaires ne sont là que pour voter, ne prennent jamais la parole lors des débats. Je ne serais même pas en capacité de vous donner leur nom puisque ces gens ne s'identifient jamais et ne parlent jamais et ils ne sont que là pour distribuer du temps de parole à leurs collègues qui, eux, font tourner les débats et donc la démocratie, au sein de notre parlement, puisque c'est le pilier même, le pilier fondateur d'un parlement, c'est le débat autour de projets, de propositions. Ces gens-là ne servent à rien finalement. Ils sont payés avec nos impôts, les impôts des concitoyens du Tennessee et ne sont là que pour distribuer du temps de parole à leurs collègues, donner des voix, bien évidemment, bon, bah, ça c'est le b.a-ba, mais bon, mais ils ne font pas tourner, ils ne font pas avancer le débat. C'est-à-dire qu'ils ne laissent toujours les mêmes parler. On aimerait bien avoir le point de vue de ces gens. Ces gens ont été élus par des citoyens dans leur circonscription, mais ne parlent pas. Pour moi, c'est quelque part aussi une très mauvaise représentation du parlement aujourd'hui et de ce que peut être, le travail d'un parlementaire. Euh, Également, puisque vous êtes républicain et que la fonction que vous avez exercée était sous un mandat républicain, donc comment avez-vous collaboré avec les autres partis, euh, du coup avec vos intérêts et les leurs, pour gouverner sur l'État? Alors, je vais être très clair et c'était triste à dire et ça montrait un triste visage de notre démocratie, du moins étatique. Nous avions une opposition fantôme, nous avions une opposition inactive, hein, si je puis dire. Le Green Party, anciennement Radical enfin, Radical Party, pardonnez-moi, anciennement Green Party, c'était des parlementaires un peu comme les démocrates dont je vous ai parlé juste avant, qui venaient, qui se posaient, qui votaient. Et bien souvent qui votaient en faveur de nos projets sans qu'on leur demande. C'est-à-dire que ces gens-là proposaient des choses aux élections, avaient des idées des fois contraires aux nôtres, hein, et tant mieux. Mais qui, une fois à l'Assemblée, votaient nos propositions. C'était pas souvent très cohérent. Alors il y a des fois forcément on leur demandait de nous soutenir dans nos projets, ça va de soi. On pouvait également les aider dans leurs projets, mais ces gens-là ne souhaitaient pas qu'il y ait, en fait, comment vous expliquer ça? Ils ne souhaitaient pas qu'il y ait, réellement de collaboration entre les partis. Ces gens-là étaient là, voilà, ils avaient des postes à l'assemblée, tant mieux pour eux, ils recevaient leur salaire et puis voilà. Et c'était un peu ça l'idée. Et puis nous avions aussi à l'époque, une pseudo-opposition démocrate, que je pourrais qualifier d'aboiement, hein, madame Mbisi, qui ne faisait que poster des messages sur Yelpler en gueulant, en spammant les messages d'ailleurs, en demandant à toute cette petite clique, et ces cadres de son parti de republier en masse, en masse, en masse. Ça n'a pas aidé, très honnêtement, à la collaboration avec ce parti qui n'avait, il me semble à l'époque, qu'un élu, au parlement. Donc bon, c'était pas, on va dire, la collaboration était pas à son paroxysme. Mais nous aurions bien voulu une collaboration, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, avec, nos collègues, enfin avec les autres parlementaires de la majorité. Mais bon, écoutez, c'était comme ça à l'époque, nous y sommes, nous avons fait avec et nous avons porté des projets sincères et forts, ce qui nous a pas empêché d'aider à quelques fois, nos collègues, de l'opposition. D'accord, ouais, c'est très, c'est vraiment malheureux vraiment que ces personnes, qu'une opposition n'est vraiment pas présente durant une législature. C'est que vraiment la démocratie n'est pas présente durant ce moment-là. Pourtant, ils ont été élus démocratiquement. C'est très Tout à dommage. fait. Mais ils ont eu des comptes à rendre à leurs électeurs, aux concitoyens du Tennessee et la preuve en est aujourd'hui que le Radical Party, a disparu totalement de la circulation. Ouais, c'est vrai. Et je pense très honnêtement, hein, sans vouloir trop m'avancer, que c'est une très bonne chose pour nos concitoyens d'avoir des fainéants, des profiteurs qui ne soient plus, présents, sur les bancs de l'hémicycle Ouais, bien sûr. et même au gouvernement Mm. d'ailleurs. J'aimerais revenir sur une actualité très récente euh, a fait beaucoup de bruit, surtout sur Yelper et aux journaux.
Concernant un nouveau projet de loi qui a été porté par le gouverneur et le gouvernement, donc démocrate, étant l'interdiction du port d'armes automatiques dans notre État. Donc celle-ci a été acceptée et approuvée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, écoutez, j'ai beaucoup réfléchi sur ce projet proposé par notre gouverneur. Je me suis dit dans un premier temps, en tant que fidèle conservateur et amoureux de notre constitution et de notre pays, est-ce que ce n'est pas une atteinte finalement au second amendement de notre constitution? Est-ce que finalement, on n'empêcherait pas aussi nos citoyens de se défendre honnêtement? Et puis je suis allé un peu plus loin que ça. Je suis allé creuser les problèmes, regarder des sondages, des informations, en regardant les différents médias présents au sein de notre État, mais également au sein de notre pays. Puis je me suis rendu compte que réellement le gouvernement, par sa proposition, pense bien faire, hein, je ne dis pas le contraire, je ne dis pas qu'ils font ça juste pour emmerder nos concitoyens, mais je pense surtout qu'il y a une volonté de casser ce qu'a fait le parti républicain pendant 4 ans. Il y a une volonté de défaire ce qu'ont fait les prédécesseurs, leurs prédécesseurs du moins, pour montrer qu'ils font des choses. Mais il y a aussi autre chose, c'est que et c'est d'autant plus grave, que nous avons des parlementaires, nous avons un gouverneur élu, des membres du gouvernement qui osent nous dire que le problème dans cet État, c'est le marché légal des armes et plus précisément des armes automatiques. Et ces gens-là, que nous avons ou du moins que certains ont pour qui ont certains ont voté, que nous avons élus, nous disent que le problème dans notre État est le marché des armes automatiques légales. Sans études, sans sondage, avec un pseudo-sondage fait à la va-vite ou, bien évidemment, ils ont partagé en masse auprès de leurs amis, sur les réseaux sociaux, sans réellement de référendum, si je puis dire. Donc, le sondage, si vous voulez, pas forcément représentatif de ce que pense la population, puisque tous les jours, vous pourrez poser la question aux gens dans la rue. J'en rencontre beaucoup des gens dans la rue, depuis que je suis plus, en fonction. Ces gens-là sont en total désaccord avec ce projet porté par le gouverneur et c'est triste à dire, mais, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Il ne s'attaque pas aux réels criminels. Il s'attaque à des pères de famille, à des mères de famille, à des honnêtes citoyens. Des gens qui travaillent tous les jours très dur pour assurer des fins de mois et qui, certaines fois, pratiquent des activités de tir sportif en famille ou entre amis, qui font partie de certains secteurs, de certains cercles, privés pouvant porter sur le domaine des armes. Ou des gens tout simplement qui souhaitent se défendre par rapport à la menace qui est grandissante dans notre État et on leur retire ce droit. Par exemple, une personne qui viendra se qui serait amenée à se faire cambrioler, comme c'est souvent le cas, hein, ça m'a été j'ai été confronté moi-même à ces choses, hein. Je vous parle en connaissance de cause. De plus en plus, nous sommes au sein de Nashville même, hein, et sûrement de Townsend, beaucoup plus attaqués par des gens à l'arme lourde. Mais ces armes lourdes, elles n'ont pas été achetées dans une armurerie, ou du moins si elles l'ont été, elles ont été détournées. Ça veut dire qu'elles ont été sorties du marché légal et sont passées dans ce qu'on appelle le marché illégal, dans le marché noir des armes. Et dire que il faut supprimer le marché légal et ne pas s'attaquer derrière au marché illégal, pour moi, c'est complètement stupide. C'est comme, vous voyez, arriver sur un incendie, éteindre les braises à gauche, mais pas, éteindre l'incendie juste à droite. C'est complètement inutile et c'est contre-productif puisque on va le voir, le gouvernement va petit à petit, ça va même peut-être prendre un mandat, voire 2, va racheter les armes auprès des concitoyens, les armes automatiques et au final, quand on aura tout racheté, du moins que les armeries auront tout racheté, que va-t-il se passer? Va-t-on s'attaquer au marché illégal des armes? Va-t-on s'attaquer aux réels problèmes de notre État? Les criminels, les hommes dangereux, les hommes que monsieur le gouverneur gracie de la peine de mort. Ces gens-là, pourquoi n'ont-ils pas peur de se procurer des armes automatiques illégalement et de semer la terreur et la zizanie au sein de notre État même et de et de terroriser et de tuer et d'assassiner nos concitoyens? Parce que derrière, on ne permet pas à la justice de faire son travail. Plutôt que de s'attaquer
à un amendement de notre constitution, plutôt que de s'attaquer, au fondement même de notre société, de notre pays, si vous voulez, la liberté de posséder une arme. Pourquoi ne s'attaque-t-on pas aux réels problèmes, aux criminels, aux cartels, aux gangs, à ces gens sans foi ni loi, qui sont prêts à se faire de l'argent sur le dos de la mort de nos concitoyens? Moi, je vous le demande et je pense que le gouverneur devrait s'interroger sur ça. Parce que c'est un réel problème et c'est réellement si ces gens-là pensent, si le gouvernement démocrate pense que le problème, ce sont les pères de famille qui s'achètent des armes automatiques et que ces derniers se sont levés un matin en se disant: «Je vais aller faire un attentat, je vais aller abattre, 2-3 personnes ou je vais aller dans un lycée abattre deux-trois gosses», c'est que ces gens-là se gourrent. Ils se trompent totalement et s'ils ne s'en rendent pas compte et si c'est volontaire ce qu'ils font, c'est d'autant plus grave et si c'est involontaire, ça prouve un manque de connaissances et de terrain. Mais bon, ça, on peut pas leur reprocher forcément. Ce sont les grands amis des technocrates européens, alors on peut pas leur en reprocher d'être, en dehors des réalités et loin du terrain, voyez-vous? C'est comme ça, c'est ainsi. Pour moi, beaucoup de citoyens sont défavorables. La masse, silencieuse est défavorable à ce projet porté par le gouverneur. Mais bon, que vous voulez-vous? La démocratie fait que la minorité, bruyante, l'emporte. J'en profite que vous avez parlé comme quoi les démocrates ne vont pas aller assez sur le terrain. Vous, durant votre fonction en tant que secrétaire d'État, à quelle répétition et allez-vous souvent ou non sur le terrain pour rencontrer nos concitoyens et comprendre leurs problèmes euh, de la vie de tous les jours? Alors principalement, j'ai essayé de regrouper, voyez-vous, mes présences sur le terrain, pour éviter d'avoir à encombrer les services, de la Marshall Protection, du DCSO qui font un travail formidable, protégeant, bien évidemment les membres du gouvernement et les citoyens menacés. J'ai essayé de regrouper mes déplacements, mes sorties. Bien évidemment, j'ai eu des sorties imprévues, notamment lors de la crise, avec les cheminots, mais principalement, en général, avant d'aller porter des projets du gouvernement à l'assemblée ou après même d'ailleurs, avoir porté ces projets, dans la journée ou même dans la soirée ou en début de soirée. J'ai essayé de regrouper mes sorties et d'aller souvent voir les citoyens de notre État. La réalité, c'est que j'étais beaucoup occupé par du travail administratif, comme je vous l'ai précisé, le travail de secrétaire d'État, c'est beaucoup d'administratif. J'ai essayé d'aller porter la parole de notre gouverneur auprès de nos concitoyens. Lui porter auprès de ces individus, de ces hommes, de ces femmes qui n'ont pas forcément le temps de comprendre, d'aller chercher, de lire les projets dans leur entièreté, les décrets du gouverneur. C'est beaucoup de pénibilité pour nos concitoyens. Ce qu'ils veulent savoir, c'est si à la fin du mois, ils vont avoir la paye qui va tomber, s'ils vont pas avoir trop de factures, trop de taxes, trop d'encombrements dans leur vie de tous les jours, dans l'achat de certains objets ou de produits du quotidien. J'essaye d'aller leur expliquer plus concrètement sur le terrain. Mes sorties, je vais pas vous mentir, se faisaient je devais peut-être coordonner une sortie par semaine, mais derrière, je parle de sorties, en dehors des événements, prévus par le gouvernement, comme la rencontre dans des usines, sur le terrain, voilà. En dehors de ces sorties-là, des sorties prévues, par le gouvernement, voyez-vous, de la rencontre d'industriels, d'ouvriers, de magasins de commerce. J'essaie de prévoir des petites discussions, aller, je sais pas moi, dans le café du coin, dans le bar du coin ou dans le supermarché, discuter avec les gens. Une fois par semaine, j'essayais de m'y tenir. Alors il y a eu, je crois, un mois où je ne m'y suis pas tenu, il y a une semaine où je n'ai pas pu y aller, mais c'était, la semaine où nous étions en pleine rédaction de 3 projets de loi que nous devions porter à l'assemblée et je le regrette beaucoup de ne pas m'y être déplacé, oui. D'accord, ouais, vous avez un certain dévouement quand même à vouloir rencontrer nos concitoyens et c'est très respectable, cela. Si je Euh, puis me permettre, monsieur Nixon, c'est ce oui. qui fait avancer aujourd'hui notre démocratie. Ah oui, C'est bien ce qui sûr. peut faire avancer le mieux notre démocratie. C'est d'aller discuter, avec ce que pourraient catégoriser nos collègues les démocrates de petites gens, mais moi j'appelle ça, des concitoyens. Ce sont, des gens comme vous et moi d'ailleurs, hein. Une fois qu'on sort de notre fonction, nous sommes comme eux. Heu, je dirais même que nous le sommes pendant notre fonction et je pense que,
pour avoir un bon gouvernement efficace, il faut aller sur le terrain, il faut discuter avec ces gens, il faut les comprendre, leur parler, sinon on n'avance pas. Bien sûr, oui. Ouais. C'est parce que sinon, on ne peut pas effectuer des projets, des projets de loi qui vont dans le sens de la vie Du peu de nos concitoyens. tout à fait. J'aimerais aller sur un terrain qu'on n'a pas parlé depuis le début. C'est concernant, entre guillemets, une philosophie. C'est-à-dire, durant euh, votre fonction, même avant ou Mmh. après du coup votre carrière politique, quelle était votre philosophie politique et comment donc cela a influencé vos décisions durant votre fonction. Alors je vais pas vous mentir, je suis issu d'une famille, conservatrice. À l'origine, voilà, mes parents, du moins mon père, était militant républicain, heu, était un grand, fan du président Eisenhower, puisque c'était un héros de la guerre de 39-45. Hem, Moi j'ai grandi dans ça, voyez-vous? J'ai grandi heu, dans ces valeurs, de conservatisme. Mais aussi, de par, ma carrière, j'ai commencé à me tourner vers aussi le libéralisme, quelque part. Notre démocratie, aujourd'hui, notre pays est la plus grande démocratie libérale, du monde et pour moi, c'est une chose que nous devons continuer à développer, voyez-vous? Alors, je me suis tout bonnement, et logiquement, tourné vers le parti républicain. Alors bon, je vais pas vous mentir, de par mes différentes, missions au sein de l'US Navy, je n'ai pas pris beaucoup le temps de m'intégrer en politique. C'est pour ça que j'ai vraiment pris le temps une fois que j'ai fini ma carrière au sein de l'US Navy. Alors, bien évidemment, j'ai eu des prises de position, pour des présidents, pour des situations. C'est comme beaucoup de jeunes, j'ai été influencé, voilà, par l'actualité, hein. C'est encore le cas, du moins je l'espère. Mais, j'ai jamais été, voyez-vous, un ultra conservateur. Je sais à quoi conduit les extrêmes, la dangerosité. Nous l'avons vu dans notre histoire, hein. Nous l'avons vu lors de la dernière guerre mondiale, bien évidemment. Aimer son pays ne veut pas dire être forcément, d'extrême, être un extrême, être quelqu'un de dangereux. Aujourd'hui, on reproche beaucoup au président Trump, d'être du moins je vais reprendre les mots des démocrates, mais d'être un fasciste. Certains le comparent même à un nazi, hein, c'est assez regrettable. Moi, je ne crois pas que nous sommes, actuellement dans une, dérive de notre démocratie. Je pense que si nos concitoyens ont élu le président Trump, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ces gens-là veulent se rattacher à leur identité, à notre pays et je dois vous l'avouer, je ne suis pas moi non plus un grand partisan de notre président. Je partage beaucoup de points de vue de ce dernier, de ce qu'il peut faire. Je trouve que certains de ses décrets ont été justes, certains peut-être moins. Ou du moins ses prises de parole, mais nous avons un président, qui agit. On ne peut pas reprocher, à ce président de ne pas agir. Quand, on le voit, faire des prises de parole, peut-être certaines fois, un peu houleuses, hein, qui nous met peut-être certaines fois à dos nos ennemis, de outre-Atlantique. Je ne pense pas que ce soit à contre-courant de ce que veulent les Américains. Alors bien évidemment, je suis plutôt d'une école un peu moins, on va dire, un peu moins conservatrice que les partisans de monsieur Trump. Mais je crois profondément qu'un républicain est un républicain, que même si on est modéré, on reste un républicain. On a des convictions fortes et on ne se dérobe pas devant le danger ou devant les problèmes. Moi, c'est ce que j'ai rencontré, lors de ma carrière en politique, c'est que j'ai vu beaucoup de républicains qui avaient des convictions, qui portaient des valeurs profondes et c'est ce qui me plaît dans ce parti et c'est ce qui me plaît dans cette idéologie.
Elle a toujours été globalement la même. Je suis un modéré. Certains diront: «Les modérés sont des mous du genou», mais moi je pense qu'il faut des modérés pour cadrer, peut-être ceux qui sont un peu plus expressifs. Alors certains, aujourd'hui comparent et disent que tout le parti républicain, est un MAGA, Make America Great Again, des soutiens fervents du président Trump. Moi je suis en accord avec beaucoup de choses de ce que fait notre président, mais je ne suis pas un suiveur, un imbécile qui suit aveuglément. Il faut avoir quand même, toujours une réflexion derrière. Je pars du principe qu'il faut toujours réfléchir sur ce que fait un homme, sur ce que fait un parti. Dire: «Là, il y a des choses bien selon moi, là, il y a des choses moins bien. Bon, là, je ne soutiendrai pas, là, je suis plus enclin à soutenir». Mais c'est le jeu de notre démocratie aujourd'hui. Certains pourront dire: «Oui, Trump est un véritable dictateur, tous ceux qui sont pas d'accord avec lui dans le parti, sont évincés». Non, ceux qui sont évincés, c'est ceux qui tournent leur veste. Ceux qui sont évincés, ce sont les gens dangereux pour notre démocratie. Ce sont ce que je pourrais qualifier les faux culs, comme Madame Reynolds d'ailleurs, hein, qui, était une social-démocrate et qui est devenue une républicaine. Ce sont ces gens-là dont il faut se débarrasser au sein de notre parti. C'est ces gens qui font du mal, ces gens-là qui ne sont là que pour ce qu'on pourrait appeler des carriéristes, si vous voulez. Je pense qu'il faut juste et uniquement des gens avec des convictions profondes et des vraies convictions. C'est tout. Très, très intéressant. Par contre, c'est des mots très forts que vous avez employés sur Madame Reynolds. C'est très étonnant. Ah, je ne mâcherai pas mes mots envers cette femme, pour moi, ça a été le cancer de notre parti, hein. Je le dis très clairement. D'accord. Euh, pour terminer cette interview, j'avais une dernière euh, question. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre expérience concernant durant votre fonction? Beaucoup de leçons, je dirais, vous les quantifier, toutes vous les nommer maintenant, vous ferez prolonger malheureusement cette interview d'une heure, mais je dois dire principalement la persévérance. Quand on a une idée, quand on a des projets, quand on a, des soutiens, quand on a des collègues qui portent la même vision que vous, je pense qu'il faut persévérer. Persévérer, toujours continuer et ça donne un bon côté aussi, ça remplit, si je veux dire, ça endurcit la cuillère, si vous voulez. Parce que beaucoup de gens vont critiquer. Certains diront que vous êtes à contre-courant, mais faites ce que vous pensez juste et nécessaire. Pour moi, ça paraît être la chose, la leçon la plus pertinente que je puisse tirer de ma fonction. Très bien. Eh bien, merci, Monsieur Whittaker, pour ce temps que vous nous avez consacré et donné pour cette interview. Eh bien, je vous remercie à vous, de m'avoir invité. Écoutez, je dois avouer que d'habitude, je ne fais pas ce genre d'interview, mais bon, écoutez, je me lance, disons. Eh bien, merci beaucoup. Et en vous souhaitant une excellente soirée. Merci à vous, monsieur Nixon. Et également une excellente soirée à tous nos téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui.